Saint-Étienne Night Club. L'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Paul. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. 5 ans. 5 ans que ce rendez-vous existe. 5 ans à commenter des montagnes russes, des désillusions, des espoirs, des descentes, mais aussi des montées. Une montée pour le moment, on espère une seconde. Et ce soir, pour fêter ça, l'AS Saint-Étienne nous offre peut-être le plus beau des cadeaux, une 3e victoire consécutive, une 2e place retrouvée et surtout une équipe qui recommence à ressembler à une équipe qui croit en elle. Face à Laval, match piège par excellence, les Verts ont frappé tôt, ont répondu quand ils ont été rejoints et ont su tenir. Pas parfait, pas flamboyant en seconde période, mais solide. Et aujourd'hui en Ligue 2, la solidité vaut parfois plus que le spectacle. Saint-Étienne est 2e, à 2 points de 3, et pour la première fois depuis longtemps, on regarde plus vers le haut que derrière nous, parce que ce classement de Ligue 2, il est quand même très serré. Bienvenue dans le 211e Saint-Étienne Night Club. Aujourd'hui pour ces 5 ans, on en parlera dans quelques instants. Je suis accompagné d'une très belle équipe, avec notamment Alexandre de Peuple Vert. Salut Alex, comment vas-tu ? Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé Alexandre. Salut, ça va, je suis content d'être dans la 211e émission du SNC. Ça va super bien, merci à toi, bonjour à tous. Et pour t'accompagner, Sylvain de Peuple Vert. Comment vas-tu Sylvain ? Écoute, ça va pas mal non plus. On a connu des périodes plus difficiles, donc on se plaint pas, tout va bien. Ouais, 3 succès consécutifs, en tout cas ça fait vraiment plaisir. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat, très heureux de vous lire et je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires aujourd'hui. Et pour faire remonter tous vos commentaires, Gabriel de Peuple Vert également. Gabriel, de ton côté, comment ça va ? Salut Paul, salut Alex, salut Sylvain, salut à tout le monde qui va nous écouter. Écoute, ça va aussi, hein. Je pense que, comme disait Sylvain, 3 victoires consécutives, on va pas faire la fine bouche et on a le sourire en ce moment en tout cas. Donc on espère que ça va continuer. Ouais, tout à fait. On va prendre. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, ce sont les 5 ans du Saint-Étienne Night Club. On va en parler dans quelques instants. Un beau programme aujourd'hui. On va bien sûr débriefer la victoire contre Laval, parler des autres rencontres de Ligue 2, de la suite de la saison. Vous verrez pas mal de choses à dire. Donc je vous propose de lancer le petit générique et on en parle dans quelques secondes. Saint-Étienne Night Club, le débrief. Bon déjà Alex, j'ai dit en intro que ça faisait 5 ans que cette émission existe. C'était le 22 février 2021 très exactement. Donc il y a 5 ans et 1 jour aujourd'hui. Bon, il y a eu beaucoup de choses depuis dans cette émission, des dizaines d'invités, des hors-séries, des spéciales mercato, de nombreux chroniqueurs, car elle a fait des beaux visuels que vous voyez affichés à l'écran. Alex, tu fais partie des membres fondateurs, tout comme Sylvain, Pierre, mais aussi Joss, Romain et d'autres qui sont partis rejoindre de nouvelles aventures. Parle-nous justement de cette aventure, de ces 210 et bientôt 211 émissions et surtout de la suite du projet avec notamment le foot amateur, Alex. Écoute, c'est vrai qu'il y a 5 ans, du coup, le 22 février, je sais où j'étais, puisque j'étais juste à ta place, en fait. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, j'ai présenté la première de l'émission dans un chaos technique, voilà, parce qu'évidemment, la technologie était déjà bonne, mais pas forcément celle d'aujourd'hui. Et puis parce que j'étais assez content de partir dans cette aventure. Une aventure dont moi je ne suis pas le fondateur, il faut rendre à César ce qui est à César, à savoir à Romain, qui lui a largement impulsé ce rendez-vous du lundi, qui s'est construit petit à petit pendant 5 ans et je trouve qu'il a bien grandi avec pas mal de jolis noms qui sont passés soit en tant qu'invité, soit même comme chroniqueur, des anciens footballeurs professionnels de Saint-Étienne, mais pas que, des journalistes de renom aussi. Moi, je trouve que c'est une belle réussite. C'est la réussite de gens qui font ça pour le plaisir et qui font ça pour le plaisir des autres aussi, parce que petit à petit aussi, on a été de plus en plus écoutés, commentés, et c'est un petit peu, je trouve, le fondement d'une émission qui se veut tout à fait populaire, qui laisse la parole à tout le monde et qui en même temps est préparée le plus professionnellement possible
parce qu'il faut savoir qu'on a toujours un petit programme, qu'on sait toujours vers quoi on va. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est véritablement voilà, comment les propos vont s'orienter et comment les débats vont s'animer. Donc voilà, moi je suis content d'être encore là 5 ans après, ça veut dire qu'on ne m'a pas viré. Et puis je suis content d'être en votre compagnie à tous et notamment celle de Sylvain. Bah oui, c'est une aventure, Sylvain. On est aussi mariés depuis 5 bonnes années avec Sylvain. Exactement. Et bah Sylvain, je te lance aussi dessus. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces 5 premières années sur le SNC? Parce que c'est pareil, tu as vécu beaucoup de choses dans cette émission. Ouais, c'est une aventure qui a commencé il y a déjà 5 ans. C'est là où tu te dis qu'on a quand même balayé pas mal d'émissions. On se rend pas compte parce que le temps passe vite et puis une fois que la machine est lancée, ben elle avance, elle progresse, elle grandit grâce aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, elle grandit aussi grâce aux gens qu'on arrive à faire venir de plus en plus intéressants avec des avis divers et variés. Et puis voilà, ce qui est agréable aussi dans ce projet, c'est qu'on avait fait le choix sur les 2 dernières années, donc en 2024 et en 2025, de s'orienter vers des associations dans le cadre d'un jeu quiz qu'on avait mis en place à la fin des émissions. Cette année, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule. On va maintenant s'orienter vers le football amateur. C'est un projet qui nous tient à cœur parce que l'idée, ça va être d'aider financièrement par ce qu'on arrive à générer au sein de nos vidéos, des clubs amateurs qui sont vraiment dans le besoin. Voilà, notre idée principale, c'est vraiment d'aider des clubs de district. Voilà, donner de l'argent à des clubs qui évoluent au niveau régional, qui sont déjà plus ou moins structurés. On considère que ça n'a pas véritablement d'intérêt, ça sera une goutte d'eau. En revanche, donner certains moyens qu'on arrive à nous à générer pour des clubs qui sont en plein développement, qui sont des structures qui ont besoin de fonds pour faire avancer, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Et rien que pour ça, on est très 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 content de la tournure que prend les événements, notamment via ce premier volet qu'on a fait dans un club de l'Ain, voilà, au FC Prière. On a fait ce premier volet, on a versé 1 000 € et c'est avec grand grand plaisir qu'on a fait ça. Ça permet de développer un club qui est dans le besoin, qui est dans des conditions très 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 sommaires et qui avec cette toute petite aide va pouvoir légèrement grandir. Donc on est ravis pour ça. Sachez que c'est le premier épisode et il y en aura d'autres. Voilà, on a déjà identifié le prochain club pour lequel on versera également la somme de 1 000 €. Donc voilà, l'idée c'est de réussir à rassembler 1 000 € pour ensuite les verser à un club amateur. Le prochain club sera un club ligérien. On nous a quelque peu reproché, si je peux dire ça comme ça, de ne pas avoir offert les fonds à un club ligérien. Pour le prochain club, ce sera un club ligérien. Juste pour être totalement clair et transparent sur ce nouvel axe qu'on prend, le but, c'est que chaque chroniqueur puisse choisir un club qui lui est cher et, de valoriser le club d'un chroniqueur ou animateur ou intervenant qui est là quand même depuis de nombreuses années et qui donne de sa personne bénévolement. Donc voilà, c'est aussi l'idée et c'est ce pourquoi on ne valorisera pas uniquement les clubs ligériens de la Loire, mais des clubs partout en France parce que au sein du SNC, on est représenté par des clubs et par des gens qui sont partout en France, mais bien supporters de l'AS Saint-Étienne. Voilà, bah merci Sylvain, merci Alex pour vos mots. C'est un magnifique projet qui est lancé par le SNC et ça c'est aussi grâce à vous tous, hein, comme l'a rappelé Sylvain, les auditeurs. Merci en tout cas pour votre fidélité depuis 5 ans, on a tout connu mais vous êtes présents. Et à titre personnel, c'est la première année que j'anime et c'est un plaisir de vous retrouver, même si j'ai malheureusement été à l'animation pour plus de défaites que de victoires, mais voilà, c'est toujours un moment sympa ensemble pendant 1 heure que l'on vit, donc merci à tous. Bon, on va quand même se faire un plaisir de débriefer une victoire stéphanoise parce que c'est la 3e consécutive. Donc les gars, je vous propose de passer tout de suite au débrief de Saint-Étienne-Laval et donc ce 3e succès et ce second d'ailleurs à Geoffroy Guichard, gagné donc 2-1. Alex, pour te lancer déjà, quel est ton sentiment en un mot rapidement après cette victoire à domicile contre la quasi-lanterne rouge de ce championnat de Ligue 2 ?
Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a été capable de confirmer et de surtout pas s'écrouler par rapport à un scénario qui était relativement favorable dans cette Ligue 2 au niveau des résultats. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'on n'est plus ceux qui ratent tout le temps la marche. On est aussi ceux qui savent profiter, qui savent profiter du faux pas des autres. Et je trouve que on l'a fait plutôt de bonne manière et avec une forme de solidité quand même. Sylvain, tu es d'accord avec ça? Tu retiens une certaine solidité de l'AS Saint-Etienne sur cette rencontre? Ouais, s'il fallait dire un mot, je dirais bicéphale. Une première mi-temps très satisfaisante dans l'intensité, dans les intentions de jeu, et une seconde plus discutable où on doit tuer le match plus rapidement. On a plusieurs occasions de le faire, malheureusement on le fait pas, et on sait que dans cette Ligue 2, toujours imprévisible, t'es pas à l'abri de te faire surprendre sur un coup de pied arrêté ou, ou un étourdissement, donc voilà. Ouais, vous parlez de deux mi-temps assez différentes. Je suis en train de regarder en même temps le match de Laval-Guingamp, de Le Mans-Guingamp, pardon. Le Mans a ouvert le score contre Guingamp pour votre information. Donc on a eu deux mi-temps différentes. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir avant tout selon toi, Alex? La victoire et les 3 points, voilà. Ou quand même l'inconstance de Saint-Etienne dans un même match avec au final deux visages distincts. Donc ça a été pendant la première heure de jeu et les 30 minutes ensuite ont été un peu plus compliquées. On y reviendra plus en détail tout à l'heure dans un débat, mais qu'est-ce que tu retiens avant tout, les 3 points ou l'inconstance? Non, moi je retiens les 3 points parce que mine de rien, c'est ça qui fait avancer. Donc il faut rester quand même sur la partie comptable. Si on joue de manière bicéphale, comme dit Sylvain, mais on gagne tous nos matchs, moi j'ai pas de problème avec la méthode bicéphale des Stéphanois. Le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que on se fait un peu peur. Bon, voilà, c'est être supporter des Verts, c'est aussi beaucoup souffrir, on le voit depuis plusieurs saisons, mais ce que je remarque surtout, c'est cette solidité défensive qui semble être retrouvée depuis l'arrivée de Le Cardinal, depuis que Benold prend plus ou moins la mesure de son couloir gauche, depuis que le petit Kevin Pedro occupe de mieux en mieux ce couloir droit, et que Nadé ben, reste à son niveau finalement et est plutôt aidé par ses camarades autour de lui. Voilà, et puis l'arrivée de Kanté, on en parlera plus tard, mais qui fait un énorme bien. Mais quoi qu'il en soit, il faut garder en tête cette solidité défensive parce que je ne suis pas sûr qu'offensivement, on soit encore tout à fait guéri. On a une grosse force de frappe offensive, mais on n'est pas guéri. Et le cas Stassin en est une illustration. Il n'y a que David Ashvili qui nous porte en ce moment réellement. Et puis voilà, il faut compter sur un joli but de Boaquier ce week-end, mais il ne faut pas oublier qu'avec toutes ces occasions, on doit finir avec 4 buts à minima, et il n'y en a que 2. Donc j'ai envie de dire efficacité défensive. Ouais, c'est vrai, c'est une efficacité défensive stéphanoise, c'était un peu notre point faible depuis le début de la saison défensivement. Là, ça va un petit peu moins bien offensivement tout de même si on a un David qui est bon. Est-ce que tu penses que Saint-Etienne peut retrouver rapidement son efficacité offensive, Sylvain? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des occasions, notamment Lucas Tassin qui est malheureux devant le but et qui n'arrive plus à marquer. Écoute, moi je trouve que malgré tout, et Lucas Tassin en est l'exemple parfait, que en termes d'état d'esprit, c'est nettement mieux. Dans l'investissement, c'est nettement mieux. Dans la volonté de bien faire, c'est nettement mieux. Et il y a quelque chose que je trouve qui est, comment dire, sur lequel tu peux pas tricher. C'est ce qu'on appelle le body language. Et aujourd'hui, quand tu compares le body language, que ce soit de Stassin ou de David Ashvili, parce que c'est probablement ceux qui sont le plus observés à ce niveau-là, étant donné que c'était ceux qui étaient sur le départ en début de saison, mais aussi à la mi-saison, tu comprends que les choses ont évolué. Quand je vois la réaction de Stassin quand David Ajuli marque son penalty, quand je vois la réaction de Stassin quand Boki enroule sa frappe au ras le poteau, il en est de même sur les buts de David Ajuli. À Guingamp, il explose complet quand il marque, alors qu'en première partie de saison, il marque contre Pau, il réagit même pas. Il marque contre Montpellier, il réagit même pas.
Donc je trouve que ça, c'est des indicateurs qui sont importants à prendre en compte et qui montrent l'implication et l'investissement des joueurs. Et dans la mesure où l'investissement et l'implication sont bons, j'ai aucun doute sur le fait que les choses vont évoluer positivement. Il suffit juste que Stassin puisse marquer une fois et puis je pense que derrière, ça va dérouler. Ouais, c'est vrai, dans l'état d'esprit, on voit les joueurs quand ils célèbrent les buts, notamment, ils sont tous heureux. Ça fait plaisir de voir ces images, cette confiance qui est petit à petit retrouvée. Gabriel, dans le chat, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cette victoire stéphanoise? Complètement. Bon, déjà, on remercie tout le monde pour les messages d'anniversaire par rapport aux 5 ans de l'émission. Et sinon, pour revenir au match de samedi, ce qui ressort principalement, c'est avant tout le fait de prendre les 3 points. Même si, comme le disaient Alex et Sylvain, la manière n'a pas forcément été celle qu'on aurait pu espérer, avec au final un résultat qui n'est que de 2-1. Ça fait quand même 3 points et je pense que c'est ce qui a plu quand même à tout le monde ce samedi. Sinon, on a Franz qu'on salue depuis la Guadeloupe qui nous dit que c'était une victoire très compliquée parce que Laval n'a pas démérité. Ce que partage El Cato sur Twitch qui nous dit je retiens les 3 points face à une bonne équipe de Laval ce week-end. On a François Guichetot qui nous dit ça fait 3 victoires de suite, il faut poursuivre. Et lui, il axe son point positif sur la solidarité de l'équipe qui est retrouvée un peu comme on disait par rapport à Stassin et Davitashvili, qui ont l'air d'être beaucoup plus impliqués qu'il y a quelques semaines. Donc c'est pas mal pour l'équipe. On a Louis Simon qui nous dit que le réalisme de l'ère Philippe Montagnier nous oblige à renoncer à notre envie de voir du go-go-go constamment. Peut-être que ça joue aussi sur le fait qu'on est un petit peu moins fringant offensivement. Et sinon, dans les points un petit peu plus négatifs, on a Fan Synthé 42 qui nous dit qu'on était encore un petit peu trop faible dans les duels gagnés. Euh, on a Guy Beaujolais qui nous dit si on ne tue pas les matchs, pardon, si on ne tue pas les matchs, on risque de le payer à un moment. Et sinon, ouais, il y a pas mal de messages qui reviennent là sur l'état d'esprit de l'équipe et notamment, comme je disais, l'état d'esprit irréprochable de Stassin et Zurico qui sont pas mal félicités. Et Jo42 nous dit qu'il espère voir Stassin marqué à Pau. Je pense que tout le monde espère cela pour le week-end prochain. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir de voir un chat heureux, hein. La dernière fois que j'étais venu, il était moins heureux le chat. Là, ça fait du bien. Depuis l'arrivée de Montagnier, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 victoires consécutives. On parlera de Lucas Tassin dans quelques instants. Mais il y a quelque chose qui a changé, notamment le système de jeu. On est plus dans un 4-2-3-1. Donc on l'avait déjà vu contre Guingamp. On l'a revu cette fois-ci contre Laval. Sylvain, est-ce que tu trouves que c'est un choix, bon, payant, certes, parce que de toute manière, on s'est imposé 3 fois, donc on peut dire que c'est un choix payant, mais est-ce que tu trouves que c'est un choix logique, un système de jeu qui peut être viable jusqu'à la fin de la saison? Qu'est-ce que tu penses de ce système en 4-2-3-1 de Montagnier? Je pense que Montagnier, il a voulu rééquilibrer cette équipe qui souffrait d'un déséquilibre considérable sous Horneland. En témoignent de toute façon les statistiques défensives et le nombre de buts encaissés. Aujourd'hui, Montagnier, il a changé son fusil d'épaule contrairement à Orneland. Je crois que Montagnier, même si c'est un adepte du beau jeu, il a compris que sur le peu de matchs restants qu'il a officié à la Saint-Étienne, il faut qu'il prenne le maximum de points, donc il se montre pragmatique. D'abord, il ferme la boutique et il sait qu'offensivement, de toute façon, avec la force de frappe qu'on a pour la Ligue 2, ça suffira et qu'à un moment donné, il y a toujours un mec qui va faire un éclair. La preuve ce week-end, hein. Voilà, il y a Boki qui a fait l'éclair à un moment donné. La fois d'avant, c'était David Ashvili. Voilà, il sait qu'en fermant la boutique et en encaissant le moins de buts possible, il y allait forcément avoir des buts qui allaient être inscrits. Donc, moi, je suis plutôt satisfait. Je trouve que le rôle en meneur de jeu pour Augustine Boaki lui va à merveille. Ça le met véritablement en valeur et on voit toute l'étendue de ses qualités. C'est un vrai bon joueur de football. Et moi, j'avoue que j'avais pas compris la saison dernière quel joueur de football il était, notamment dans ce rôle d'ailier. Je l'imaginais plus comme un faux ailier qui rentre intérieur, mais c'est vraiment au soutien de l'attaquant où il est le plus performant et c'est le poste qui lui va le mieux. Et puis je trouve que l'arrivée de Kanté dans ce double pivot qui est cette fois-ci partagé avec Miladinovic, même si Miladinovic et Boki peuvent inverser hein, en fonction de la situation du match, ça arrive que les deux inversent.
Mais, euh, mais Kanté est vraiment, vraiment une bonne pioche pour le moment et un profil qui nous manquait. J'ai d'ailleurs hâte de voir son binôme avec Mahmoud Jaber qui risque d'être très intéressant. Oui, tout à fait, tu as totalement raison. C'est vrai, on a ce 4-2-3-1, mais au-delà de ça, on a quand même les repositionnements de certains joueurs, donc comme Boakier, et puis notamment l'arrivée d'Abdoulaye Kanté. On y reviendra un petit peu plus en détail dans quelques instants sur Kanté quand même, parce que il a fait, je trouve, un gros match en tout cas. Alex, qu'est-ce que tu penses toi de ce nouveau système de jeu et de ce placement de Boakier? Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas trop l'habitude de le voir à ce poste-là. Ça fait un peu penser notamment à Dylan Chambaud, notamment quand à l'arrivée d'Olivier Dalloglio, pardon. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un joueur qui s'est organisé. On va, on va garder toute proportion entre Dylan Chambos, qui est voilà, qui est quelqu'un qui avait une très belle vista, mais qui n'a pas les qualités, qui n'avait pas les qualités physiques d'un Boakier aujourd'hui, qui est non seulement technique, qui a une très belle vista, qui est véritablement capable de déstabiliser un bloc défensif. À lui tout seul et quelque chose qui est en plus, petite cerise sur le gâteau pour ce joueur, moi que j'aime beaucoup, c'est que en plus il défend, en plus il est généreux, C'est clair. en preuve les 7 cartons jaunes. C'est le Stéphanois qui a pris le plus de jaunes hein, cette saison. Alors prendre des jaunes, ça ne veut pas dire qu'on défend, mais il y a une forme de générosité, il y a une forme de pugnacité par rapport à la récupération du ballon. Et c'est quand même pas de ce joueur-là qu'on l'attend en premier. Donc ça veut dire voilà, qu'il fait l'effort et il ne le fait pas que depuis que Montagnier est là. Donc je trouve que l'avoir positionné là, c'est un poste naturel pour lui. Je le voyais relativement bien à ce poste-là. Et c'est vrai qu'il a ce profil d'organisateur qui peut véritablement apporter et peut-être même délivrer et libérer les attaquants comme Stassin ou ses deux ailiers. Ouais, j'en profite pour rebondir sur un commentaire que je vois dans le chat de Padia Attitude qui dit ouais, enfin, Orneland, il n'avait pas Kanté ni le Cardinal. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Est-ce que tu penses que si ces deux joueurs-là auraient été là auparavant, ça aurait changé la donne pour Orneland? Est-ce que c'est l'arrivée de ces deux joueurs finalement qui est en train d'un peu transformer cette équipe, ou c'est plus les choix que peut faire Philippe Montagnier, comme repositionner Augustine Boaquier? J'ai un mélange de tout ça. Je pense que c'est difficile de dire c'est forcément les arrivées de Le Cardinal et Kanté qui changent tout. Si je dis pas de bêtises, le premier match de Montagnier, Kanté il joue pas d'ailleurs. Si je Ouais, dis pas de il bêtises. rentre en fin de match, je crois. Ouais. Ouais, c'est exact. Donc voilà, ça change pas drastiquement la chose puisque c'est Yadek Bécu qui commence. Moi, ce que je pense surtout, c'est que c'est plutôt un projet global. Montagnier, oui, est en train de remettre certaines structures, que ce soit offensivement et défensivement, ses préceptes à lui en tant qu'entraîneur. Moi, je trouve qu'on a une équipe qui est beaucoup plus large, beaucoup plus écartée offensivement, et on le voit avec Cardona qui mange la ligne, avec Boki qui est quand même avec David Ajuli, pardon, qui est beaucoup moins à l'intérieur que pouvait l'être sous Horneland. Et je trouve que du coup, on arrive mieux à organiser les choses. Et voilà, maintenant, est-ce que ces deux joueurs-là changent la chose totalement? Oui, ils apportent leur pierre à l'édifice, mais c'est dans un projet collectif qu'ils font les choses, à mon humble avis. On peut D'accord. peut-être, Vas-y, Alex. Sylvain, on peut peut-être aussi pointer les beaux progrès hein, de nos latéraux. Kevin Pedro, qui, moi, je trouve vraiment prend la mesure de ce côté droit et finalement fait peu ou pas d'erreurs. Et puis Benold qui a eu son temps d'adaptation mais qui aujourd'hui fait le travail. Alors ce sera jamais un latéral ou alors il faudrait vraiment qu'il bosse beaucoup pour en devenir un bon. Mais il fait le travail qu'on lui demande. Il est beaucoup moins perdu que ce qu'on voyait sur les premières rencontres. Et le fait qu'on ait deux latéraux aussi beaucoup plus rassurants, ça permet une assise qui est quand même pas la même au moment d'attaquer et de libérer le jeu des joueurs devant. Et Alex, Non, ça c'est pardon Sylvain, tu penses que Benold, il peut jouer à ce poste de latéral jusqu'à la fin de la saison, ou il va finir par être trop prévisible?
Non, moi je pense il sera pas plus prévisible que Ebenezer Hanan, hein. Moi, je j'ai pas vu Ebenezer Hanan aujourd'hui produire des choses bien meilleures que ce que fait Benold. Il faudrait qu'on le voit peut-être sur la durée, sans blessure, mais aujourd'hui, je trouve que la culture défensive de Benold et d'Ebenezer Hanan, elle est pas abyssale entre l'un et l'autre, hein. Donc, pourquoi pas aller plus loin avec Benold? Ça gagne avec lui. On se fait pas trop peur maintenant. Maintenant, il aura peut-être d'autres clients face à lui dans quelques semaines et peut-être qu'on verra ses limites et peut-être que Ebenezer Hanan reprendra sa place, ce qui paraît être quand même naturel à terme. Tu voulais réagir Je- tout à l'heure, Sylvain? Ouais, je te trouve dur avec Ben Holt. Tu vois, moi, ce qui me chagrine quand même dans tout ça, c'est qu'on commence la saison avec, on le sait, la saison dernière, Apia et Léo Petro qui sont nos deux grands points faibles de défensif. On sait que la priorité du mercato à venir, et c'est la priorité, j'ai l'impression, depuis plusieurs mercatos, qu'il faut recruter deux latéraux, un à droite, un à gauche, deux titulaires au poste. À la fin de cet été, on fait le choix de miser sur Ebenezer Hanan et Joao Ferreira. Aujourd'hui, on va terminer la saison avec Kevin Pedro et Ben Holt. Je pense que celui qui est capable de me dire en début de saison qu'à la mi-saison, on a deux latéraux qui sont ni Ebenezer Hanan, ni Stojkovic, ni Joao Ferreira, ni C'est Apia, vrai. ni Lassana Traoré, chapeau à lui. Chapeau à lui, j'aurais beaucoup de respect pour lui. Mais ça place quand même un certain curseur sur les erreurs qui sont faites au sein du recrutement. Parce que ces deux erreurs, Joao Ferreira et Ebenezer Hanan, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est des joueurs qui n'auront jamais le niveau Ligue 1. Pour le Portugais, c'est un joueur qui, malheureusement, je pense que c'est un problème d'état d'esprit. C'est pas forcément un problème de qualité foot, parce que des qualités foot, il en a. On a vu par intermittence des choses très bonnes. Notamment à son Mais je arrivée, pense je que trouvais qu'il était bon. oui, mais je pense que c'est un problème d'état d'esprit. Et puis c'est un problème aussi dans la vie de groupe. C'est un secret de Polichinelle de savoir qu'il n'est pas forcément apprécié par pas mal de ses coéquipiers, de par son attitude, de par peut-être sa façon d'agir quelquefois au sein du groupe. Donc voilà, on sait que Joao Ferreira, bah, c'est, je pense, il ne reviendra pas déjà tout de suite. On évitera de parler de sa blessure ridicule. Euh, voilà. Quant à Ebenezer Hanan, j'ai l'impression que le train est passé pour lui. C'est terminé. Et quand je vois ses prestations avec l'équipe réserve, c'est pas avec ses productions actuelles en équipe réserve qu'il va retrouver une place de titulaire en Ligue 2. D'autant plus quand tu vois les prestations de Ben Holt, que je trouve moi aussi de plus en plus abouties. Et je suis convaincu que Ben Holt est à son poste actuellement, au poste de latéral gauche. Voilà, c'est un poste qui répond à ses qualités, c'est-à-dire des qualités d'effort, d'endurance, des qualités qui demandent voilà, de la générosité. Maintenant, il faut qu'il travaille sur ses qualités de centre, pour moi, sur sa qualité de centre, pour moi. Il faut qu'il travaille évidemment défensivement pour être moins friable, mais ça reste un jeune joueur qui est en France depuis 1 an et demi et qui a raté quasiment 6 mois de compétition. Donc voilà, je demande à voir, mais c'est quelque chose qui évolue positivement pour Ben Holt, selon moi. Avant de te lancer, Gab, dans le chat, je voulais quand même te demander, Sylvain, parce que tu parlais de Pedro tout à l'heure qui s'est imposé. Toi, tu suis énormément la formation. Kevin Pedro, c'est plus un joueur normalement qui est censé jouer défenseur central. D'ailleurs, on l'a vu jouer à ce poste-là il y a quelques semaines. Il a été replacé donc à droite, préféré notamment à Denis Sapia et donc maintenant à Ferreira, mais qui est blessé. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la progression de Kevin Pedro sur ces derniers mois, ces dernières semaines et de ses perspectives futures potentiellement? Parce que c'est vrai qu'il est quand même assez impressionnant, je trouve, sur son côté. Écoute, Kevin Pedro, il est de la génération 2006. La génération 2006, la tête de gondole, c'était Matisse Amougou. Voilà, tout le monde en avait que pour Matisse Amougou parce que international français, parce que troisième meilleur joueur de la Coupe du Monde du 17, parce que joueur très précoce, très mature. Mais dans cette génération-là, Kevin Pedro, il a toujours fait son bout de chemin. Kevin Pedro, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sa plus grande qualité. Mais vraiment, c'est unanime quand tu parles avec des éducateurs ou des gens qui l'ont côtoyé, c'est qu'il a un état d'esprit extraordinaire.
extraordinaire. Jamais dire du mal des autres, jamais avoir des paroles négatives. Un travailleur hors pair, tu lui dis fais ça, il le fait, il est à l'écoute, il est généreux, enfin voilà. Et avec cette mentalité-là, en fait, il a fait son bout de chemin, il a attendu son heure parce que son heure, elle a mis du temps à arriver. Faut pas oublier qu'on le fait signer professionnel cet été et qu'il est censé commencer la saison avec le groupe professionnel et envisager d'aller gratter du temps de jeu. Et il a un pépin au genou cet été qui l'éloigne pendant plus d'un mois des terrains. Donc en fait, il rate le train concrètement cet été. Il rate complètement le train. Donc il recommence avec la réserve. Il y a pas mal de jeunes joueurs qui auraient pu vivre ça comme un échec et avoir du mal à s'en remettre. Lui, il est revenu avec le groupe. Il a été monstrueux avec la réserve très vite. Et ce qui devait se passer est arrivé. Et je suis super content pour lui parce qu'en fait, pour moi, Kevin Pedro, c'est un exemple pour les jeunes du centre de formation parce que tant que mon heure elle arrive pas, je lâche pas jusqu'à que mon heure elle arrive. Et quand mon heure elle arrive, tu m'envoies au feu chez le leader, chez lui qui a perdu un match depuis le début de saison et je te sors un match de patron pour mon premier match en Ligue 2. Donc, ouais, c'est très beau ce qui lui arrive et j'espère que ça va durer. Ouais, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir un jeune du centre de formation performer comme ça et comme quoi le centre de formation de Saint-Etienne peut sortir de très bons joueurs. Donc, on espère que ça va continuer pour Kevin Pedro. Avant de parler de Lucas Tassin, je voudrais te lancer, Gabriel, dans le chat. Qu'est-ce qui se dit? Je vois notamment que ça réagit pas mal sur les latéraux. Je vois le nom de Pedro et puis de Ben Holt aussi. Pour reprendre un petit peu dans l'ordre, Vas-y, vas-y. au départ on parlait de la tactique de Montagnier avec ce 4-2-3-1 et un Boakier un petit peu repositionné dans l'axe, c'est quelque chose qui plaît pour tous les messages qu'on a reçus là dans le chat. On a notamment Epsilon qui nous dit on est bien mieux équilibré tactiquement, merci à Monsieur Montagnier. C'est vraiment intéressant, il faudra voir sur le long terme. Donc espérons que ça reste comme ça. On a Alexandre Dubuis qui nous dit par rapport à Kanté, justement, le fait d'avoir un vrai numéro 6 ça change vraiment le jeu pour les 5 autres de devant. C'est vrai que je pense que là, enfin, je pense, c'est sûr que l'arrivée de Kanté est une vraie bonne nouvelle pour tout l'effectif. Dans le 11, on a, par rapport à ce que tu disais, Sylvain, sur Boaké, justement, t'as absolument convaincu Joss, qu'on salue aussi, qui nous dit que Boaké est enfin dans son poste idéal en tant que numéro 8-10, un petit peu hybride. On a Yannick Goulet qui nous dit, justement pour revenir sur les latéraux, qui nous dit ce que je retiens par-dessus tout, c'est qu'on a enfin trouvé deux très bons latéraux et ça fait du bien. Et c'est vraiment le sentiment partagé par tout le monde sur le chat. Il n'y a que des messages positifs sur Benold et Pedro sur la prestation de samedi et sur les prestations récentes. Je pense que Benold, qui pouvait être critiqué il y a quelques temps, commence enfin à convaincre nos auditeurs. Et, euh, et on a Louis Simon aussi qui nous dit, par rapport à l'époque Orneland, qui nous dit Montagnier va sans doute pouvoir sortir plusieurs combinaisons de sa manche, ce qui rendra enfin les Verts illisibles pour l'adversaire. La prévisibilité était vraiment le gros point noir du système d'Orneland. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Et, euh, et sinon, dernier petit message un petit peu moins positif, on va dire, parce qu'il faut toujours rester les pieds sur terre. On a Max qui nous dit je ne suis pas encore convaincu dans le contenu, on concède encore beaucoup trop d'occasions et on n'arrive pas à tuer le match. Malgré tout, il n'y a que des victoires, mais c'est vrai que on va en parler sûrement sur le Castassin tout de suite, mais c'est vrai qu'il y a encore peut-être trop d'occasions manquées pour pouvoir se mettre à l'abri plus rapidement. Ouais, exactement. Tu me fais une belle transition parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, notamment voilà, les latéraux qui sont meilleurs, le repositionnement de Boaké, Kanté, le Cardinal, etc., etc. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est Lucas Tassin. Attention, au niveau des buts marqués, hein, on va débattre sur sa manière de jouer. Il a d'ailleurs été encore une fois décisif par une passe. Mais je cite Philippe Montagnier, donc après la rencontre en conférence de presse, Lucas Tassin a fait un match énorme ce soir. Il y a un état d'esprit qui fait la différence. Je trouve que Lucas a fait un énorme match. Il était mort à la fin parce qu'il a beaucoup aidé l'équipe. On a tous envie qu'il marque parce que ce serait la part du mérite, mais il persévère et ça va finir par payer. Même s'il ne marque pas, il est utile et indispensable à l'équipe. Donc à chaque fois, voilà, Philippe Montagnier qui parle en bien de Lucas Tassin, de son influence dans le jeu.
Alex, qu'est-ce que tu penses, toi, de Lucas Tassin? Est-ce qu'aujourd'hui, tu le juges vraiment indispensable à cette équipe dans ce système de jeu déployé par Philippe Montagnier? Parce que voilà, aujourd'hui, il n'a pas marqué depuis 5 mois. Est-ce que c'est quand même pas problématique pour un avant-centre? Ben, moi, au contraire, je trouve que c'est plutôt fort, c'est-à-dire que il marque pas, ok, on attend qu'il marque. Ça, on est tous d'accord là-dessus. On a un buteur, on attend qu'il mette des buts. Mais ce qui est fort, c'est que à aucun moment, un seul coach ne remet en question Lucas Tassin à la pointe de l'attaque. Et Horneland, très peu. À part à un moment donné, on a eu la période du FUS où Dufus, mais Tassin était blessé, avait des problèmes, voilà. Mais aujourd'hui, on ne remet pas en question sa présence et on la remet pas à juste titre. Moi, je suis coach de Saint-Étienne ou je suis coach de n'importe où et j'ai un attaquant qui est généreux comme ça, qui fait le travail de l'ombre. Bah, finalement, c'est vrai que Lucas Tassin, pour apprécier ce qu'il fait, il faut regarder ce qu'il fait quand le ballon est parfois ailleurs. Quand il y a du pressing, pas forcément balle au pied. C'est vrai que Lucas Tassin, on l'attend dans les 15, 16 mètres, reprendre un ballon et le mettre au fond des filets. Et je crois que ce que tous les supporters et tous les observateurs attendent, c'est qu'il marque ce but et que ça explose. Et j'espère qu'il le fera même à Geoffroy Guichard parce qu'il mérite de le faire à Geoffroy Guichard. Même si il en met 3 à Pau, ça m'ira bien aussi. Mais mais je veux dire, on voit que ses coéquipiers sont dans le même état d'esprit. Ses coéquipiers, en fait, ils ne remettent certainement pas en question sa présence sur le terrain. Et Dieu sait si beaucoup d'entraîneurs l'auraient déjà mis sur le banc parce qu'un buteur doit mettre des buts. Mais surtout, on a vu samedi un truc que moi, j'avais encore jamais vraiment vu. C'est qu'ils osaient la passe vers Stassin quand parfois une autre solution aurait pu s'envisager. Parce qu'il fallait que Stassin soit mis en position peut-être de reprendre confiance. Donc moi, c'est un grand oui. Stassin doit rester en pointe, il doit continuer avec cet état d'esprit. Tout à l'heure, Sylvain parlait de body language. Alors, s'il y en a un qui a un body language aujourd'hui qui me fait plaisir, c'est bien lui. Et ça va venir, ça va forcément venir. Mm. Je fais exprès d'être un peu provocateur, mais Sylvain, est-ce que toi tu trouves normal aujourd'hui que Stassin soit encore titulaire, alors que par exemple il y a Dufus aussi qui est attaquant et qui peut rentrer à ce rôle d'avant-centre. Il a pas fait une très bonne entrée en jeu, je trouve, en tout cas contre Laval, mais il est plus rentré sur un côté. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu tenterais potentiellement sur un match de remettre Dufus à ce rôle d'avant-centre? Dufus, il a eu une vraie bonne période au moment où Stassin était blessé. Probablement parce qu'il enchaînait le temps de jeu aussi et les minutes. Je trouve qu'il est moins bien depuis qu'il est revenu de blessure. Il a eu quand même un temps d'indisponibilité assez long et je trouve qu'il est moins bien, il est moins juste techniquement, il est très brouillon. Et comme tu l'as justement dit, il y a aussi ce rôle d'ailier lui va aussi moins bien que celui de pur neuf. Maintenant, il y a un truc qu'Alexandre a dit, le grand Alexandre, que Alexandre. tout, que, que l'équipe cherchait des fois de façon même un peu forcée Stassin. Euh, et je trouve que ça en dit long aussi sur la volonté de l'équipe de revoir Stassin marqué. Je pense que tout le monde veut que Stassin se remette à marquer. Il fallait lui laisser Et le ça, penalty c'est alors. des choses. Oui, oui, mais je pense que à 1-0, à 0-0, il lui laisse pas. Peut-être qu'à 1-0 ou 2-0, ça serait différent. Eh, Mais, Sylvain, tu crois mais que toi, t'es buteur, Sylvain. T'es un vrai buteur, pas moi. Tu crois, c'est une ouais. bonne idée d'un mec qui est dans le doute de lui faire tirer un péno pour qu'il le rate et qu'il plonge à nouveau? Moi, je crois pas. Ça dépend. Ouais, s'il le met, c'est top, mais Ah s'il le oui. met pas, c'est sûr que ça peut être un cadeau empoisonné. C'est un peu, ouais, c'est un peu paradoxal comme situation. Mais vraiment, moi, je trouve que pour réinsister sur ce côté un peu volonté de voir l'équipe dans la volonté de faire marquer Strassin, ça en dit long. Ça en dit long sur le projet collectif de chacun. Et ça en dit long aussi surtout sur le fait que l'équipe est consciente que si Stassin recommence à marquer, ça sera bénéfique pour tout le monde. Ok, bah on espère que Stassin va marquer très prochainement, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est très important dans le jeu. On a déjà bien débriefé cette rencontre. On va quand même faire rapidement les top flops parce que je ne les ai pas fait et j'aime bien faire ça. Donc, juste sans décrire, parce qu'on a déjà décrit pas mal tous les joueurs. Alex, est-ce que tu peux me donner tes tops et tes flops et après on enchaînera? Ouais, bah top Kanté, clairement, parce que je trouve vraiment qu'il éclaire.
qu'il éclaire la récup et qu'il sécurise vraiment cette défense et qu'il est pour beaucoup dans le regain de forme de notre défense. Et lui aussi est très généreux et lui aussi est très discipliné et c'est un joueur qui va rapidement être un chouchou, je pense. Et puis, même si David Ashvili a marqué, même si il y a sûrement d'autres tops, mais encore une fois, moi, la générosité de Stassin, j'ai adoré et j'aime beaucoup les joueurs généreux et qui sont contents pour les autres et c'est ce qu'il était samedi. Donc voilà, les tops. Pour les flops, Miladinovic, je trouve qu'on peine toujours à... Alors, il fait des bonnes choses, hein, je ne veux pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais on en attend un peu plus, on attend un peu plus de justesse, plus de lucidité. Voilà, il lui manque encore un petit peu ça. Et puis, ben, Cardo, il était en dessous de ce qu'il a produit ces quelques dernières rencontres, donc peut-être Miladinovic et Cardona. Ok, très bien. T'es d'accord, Sylvain? Oui, je suis globalement d'accord. Oui, oui, je suis globalement d'accord. Euh, Moi, si je dois rajouter des flops, j'ai pas aimé les entrants. J'ai pas aimé Dufus. J'ai pas aimé Tardieu. Vraiment pas. Et j'ai pas aimé Moefek non plus. Même si Moefek, il a joué 10 minutes. Je trouve que en fait, dans ce match-là, les entrants n'ont pas été impactants et n'ont pas redynamisé les choses comme on aurait pu l'espérer. D'autant que quand tu rentres Dufus, Moefek et Tardieu, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de Ligue 2 qui peuvent se permettre ça. Donc j'attendais aussi mieux des remplaçants. Mais pour le reste, ouais, je suis en phase avec Alex. Ok, et je vois que ça réagit pas mal dans le chat, Gabriel. Qu'est-ce qu'en disent les auditeurs? Euh, Déjà, juste pour revenir sur Stassin, personne ne doute de son investissement dans les messages qu'on a reçus. Là, je pense il a un petit peu retourné l'avis du public avec ses bonnes prestations récentes, même si évidemment il manque le but. Mais tout le monde s'accorde à dire que dès qu'il va réussir à trouver le chemin défilé, ça va enchaîner derrière, pardon, un petit peu comme ce qui s'était passé la saison dernière. Et sinon, sur les top flops, c'est à peu près ce que disaient Alex et Sylvain. En flop, on a Tardieu, Miladinovic, Cardona qui reviennent pas mal. On a Ludovic qui nous dit notamment Cardona était dans un mauvais soir samedi. Et sinon, dans les tops, on a du Pedro, du Kanté et du Boaké qui reviennent majoritairement. Et dans un point de vue un peu plus général, on a Nathalie qui nous dit top l'esprit de l'équipe qui était en phase ce week-end. On a Epsilon qui nous dit lui aussi qu'il retient la mentalité et la solidarité de l'équipe, ainsi que l'ambiance vraiment magique de ce qu'il nous dit qu'il y avait au stade samedi et ça s'est vu sur les images. Franchement, c'était encore du très haut niveau. Et sinon, il y a le petit flop aussi d'Epsilon qui nous dit le manque d'efficacité. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, globalement, tout le monde est assez en phase avec ce que disaient Sylvain et Hervé. Et Hervé, pardon, Sylvain et Alex. Ouais, Hervé, j'étais en train de excuse-moi. chercher, oui, c'était bien Alexandre Legrand, donc, qui avait... Aïe, 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 aïe. Ah là là. Je sais même pas pourquoi j'ai. Bon, pourquoi pas, ça fera un petit hommage à Hervé pour cet anniversaire. Ouais, c'est ça. Donc en tout cas, ouais, c'est vrai, très belle ambiance à Geoffroy Guichard, très belle ambiance, exceptionnelle ambiance à Geoffroy Guichard pour ce match contre Laval. Ça, c'est toujours au top et c'est même le top du top. Mais on va parler de quelque chose qui fâche peut-être un peu, mais pas trop, parce qu'on est quand même sur 3 succès consécutifs avec Montagnier, donc ça fonctionne malgré tout. On va essayer de décortiquer un peu le fait que l'AS Saint-Etienne, sur ses deuxièmes mi-temps notamment, pêche un petit peu, hein. On l'avait vu contre Guingamp où ça avait été très difficile. On avait même eu chaud vraiment en fin de match. Ça a été aussi un peu plus difficile face à Laval. Ils ont été un peu moins devant les buts, mais on sentait une équipe stéphanoise un petit peu moins bonne. Peut-être qu'ils pêchaient physiquement, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Comment tu expliques en fait le fait qu'à chaque fois qu'on ressort des vestiaires, eh ben, on a l'impression que c'est compliqué les secondes mi-temps stéphanoises, contrairement au début de match d'ailleurs, où dernièrement on attaque plutôt très bien avec des buts marqués assez rapidement, ce qui n'était pas trop notre fort, hein, ces dernières saisons. Écoute, je t'ai donné un début de réponse selon moi avec les entrants. Déjà, première des choses. Je trouve que, comme j'ai dit précédemment, les entrants n'ont pas été impactants et n'ont pas su redynamiser le collectif.
Je pense que malgré tout, même si on a enchaîné une troisième victoire de suite, il y a aussi de la pression et une confiance qui reste très très limitée. Les joueurs ont peur de faire l'erreur de trop et on voit qu'en termes de maîtrise du ballon, en termes d'utilisation du ballon, ça devient délicat dans les moments où ça se tend. Voilà, je trouve que malgré tout, on aurait dû plier ce match, notamment sur l'occasion de Dufus. Et je pense que si Dufus marque, c'est une fin de match qui est bien différente, avec une maîtrise probablement bien plus importante. Le problème, c'est que malgré ces trois victoires, c'est toujours des victoires avec un but d'écart, donc qui restent tirées par les cheveux. Et je pense que cette équipe-là a quand même besoin de faire une victoire nette et sans bavure, et que ça serait grandement bénéfique pour s'éviter des fins de match un peu délicates. D'accord. Et toi, Alex, qu'est-ce que tu en penses de ces deuxièmes mi-temps qui sont quand même un petit peu plus compliqués? Tu penses que ça vient des entrants, d'autres choses? Oui, bah non, Sylvain a raison, hein. Les entrants ont été transparents et ont certainement pas apporté ce qu'on leur demandait, hein. Donc, et on en attend beaucoup plus. Et en effet, autant j'en veux pas à Dufus parce que j'ai envie de dire, le pauvre, oui, il rate la cage et en même temps, d'autres avant lui l'avaient tellement raté que on peut pas lui tomber dessus qu'à lui non plus. Maintenant, un gars comme Tardieu avec l'expérience qu'il a, enfin voilà, je veux dire, il montre rien aux jeunes qui restent sur le banc, il montre rien aux jeunes qui sont dans les tribunes. On attend d'un ancien qui stabilise un peu mieux, qui soit un peu plus lucide. Bon, on peut pas dire qu'il apporte ce qu'il doit apporter à ce moment-là. Donc, on sait qu'on est en fin d'aventure à Saint-Étienne. On sait que maintenant, il a plus de chances d'être sur le banc que sur le terrain. Mais une entrée comme ça, c'est pas possible. Et je crois qu'Aymen Mouefek va devoir aussi un petit peu arrêter de bouder. Arrêter de penser que peut-être tout est fait parce que c'est l'enfant du pays. Aymen Mouifek, il va falloir qu'il bosse parce qu'en ce moment, il y a un gars qui est à sa place. Il y en a même d'autres, mais il y a surtout un mec comme Kanté qui est arrivé de manière très, très humble et qui arrive à montrer beaucoup de choses sans en faire trop. Donc voilà, il n'y a pas que lui, hein. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que ces moments faibles, ils sont déjà suffisamment compliqués psychologiquement pour que les entrants n'en rajoutent pas sans apporter leur plus-value. Et puis, dernière chose, on arrive dans le money time de ce championnat. On jouait une équipe qui joue sa vie en Ligue 2 et c'était pas facile de gagner contre Laval à domicile. Non pas parce que on n'a pas plus de qualité sur le papier, mais parce que c'est des équipes qui, à un moment donné, vont y mettre une âme parce qu'ils jouent quelque chose. Et le championnat est tellement serré que tout le monde joue quelque chose. Donc Saint-Étienne ne peut pas faiblir psychologiquement au fil du match parce qu'en face, on a des morts de faim et des habitués de la Ligue 2. Donc voilà, il va falloir être encore plus vigilant les semaines qui arrivent. Ouais, et je voyais un commentaire de Nathalie Delorme, si je dis pas de bêtises, oui, qui nous disait donc que David Ashvili avait parlé de fatigue. C'est justement la citation que j'allais lire juste après. David Ashvili qui s'est exprimé après le match, hein, tout comme par exemple Lucas Tassin. David Ashvili, il indiquait, je cite, avec le coach, nous avions parlé avant la rencontre du fait qu'il fallait reprendre la possession et le contrôle du ballon. On l'a fait en première période, mais dans cette seconde mi-temps, c'est devenu difficile, notamment car j'ai trouvé que nous étions fatigués. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Il va falloir que nous échangions ensemble sur le sujet, car c'est vrai que nous avons baissé significativement de rythme. On doit être capable de pousser nos temps forts sur 60-70 minutes. En conférence de presse, on a aussi le coach des Verts qui a parlé donc des duels qui étaient perdus, je crois, 60-40% en seconde mi-temps. C'est vrai que la possession de balle, on l'a un petit peu moins dernièrement. Donc David Ashvili parle de fatigue. Sylvain, est-ce que ça t'inquiète quand même qu'on parle de fatigue aujourd'hui quand on est Saint-Étienne et qu'en début de saison, on se vantait quand même d'avoir un effectif normalement qui était en tout cas plus important, plus conséquent que les autres équipes en face, parce que Laval n'a pas joué moins de matchs que nous depuis le début de la saison. Ils ont malgré tout, comme Guingamp par exemple, réussi à prendre un peu plus le dessus sur la seconde mi-temps, eux. Ils n'ont pas baissé physiquement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète malgré tout? Non, ça m'inquiète pas parce que je crois que aujourd'hui on a des joueurs qui sont surtout fatigués mentalement plus que physiquement. La chance que va avoir Philippe Montagnier, c'est que au fur et à mesure des semaines, il va y avoir des forces vives qui vont revenir. Je pense notamment à Mahmoud Jaber, à Chico Lamba par exemple.
on va pouvoir peut-être encore plus partager les temps de jeu. Ce qui serait bien aujourd'hui, c'est peut-être que sur certains matchs, on arrive à faire la différence, à tuer les rencontres. Et puis, si David Adjili doit faire 70 minutes au lieu de 90 pour être un peu plus frais la semaine d'après, bah, ça ne sera pas de refus. Voilà, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans une pression comptable qui était importante avant les 3 matchs que nous venons de faire. Aujourd'hui, entre guillemets, on est dans les standards de ce qu'on aimerait faire, même si on prend un peu de hauteur, ça reste très très insuffisant au regard des moyens qui ont été mis et au regard des objectifs que nous avons. La saison restera malgré tout, si on n'est pas champion de France, si on n'est pas champion de Ligue 2, pardon, une grande déception. Si on vient à monter directement, on s'en contentera parce qu'on a bien compris que cette saison, il fallait pas demander plus que ça. Mais malgré tout, quand on fera le bilan de ce qui s'est passé cette saison, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été ratées. Et, euh, et je m'éloigne de la question de base, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il faudrait gagner les matchs de façon plus claire et plus rapidement, de manière à gérer les temps de jeu et faire profiter peut-être certains jeunes d'avoir du temps de jeu et de les préparer eux aussi. Ça serait un deal qui serait gagnant pour tout le monde. Ouais, je ne sais pas si on nous entend, Sylvain. Oui, moi on m'entend, mais on a Ouais, perdu non, Paul, non? on a perdu. Alors, on va peut-être meubler pendant Gab revient. C'est intéressant pour Saint-Étienne. C'est Guingamp qui vient d'égaliser contre Le Mans et qui nous écarte les Manceaux de cette troisième place et nous remet à bonne distance de Reims à 2 points. Voilà. Totalement, mais malgré tout, dans cette fin de championnat, bien entendu qu'il faudra suivre le résultat des uns et des autres, mais je reste quand même intimement convaincu que notre plus grand adversaire reste nous-mêmes. Il faut véritablement se focaliser sur nous-mêmes. Quand je dis sur nous-mêmes, c'est sur nos résultats, hein, parce que pas à se dire que, comme le faisait le staff précédent, se focaliser que sur nous-mêmes, imposer notre jeu, croire qu'on va battre les autres en imposant notre jeu et en connaissant pas forcément ce qui se fait ailleurs. C'est pas l'idée de mes propos, simplement de dire qu'aujourd'hui, on se doit, euh, on se doit de se centrer sur soi-même et de faire nous les résultats sans attendre des faux pas des uns et des autres. Oui, Ok. ouais, clairement. Et est-ce que toi, tu penses que Saint-Étienne fait encore peur, ou en tout cas, est-ce que Saint-Étienne finalement va générer, oui, cette crainte des adversaires? Est-ce que finalement, ils se réveillent pas au bon moment? Bah, je pense que Sainté est en train de régénérer de la crainte. Ça, c'est certain. Je sais pas si tu partages mon avis, mais je pense que depuis l'arrivée de Montagnier, il y a quand même plusieurs écuries qui doivent se dire, ça y est, ils sont revenus à certaines bases du football, ils sont revenus à certains fondamentaux, et ça va être plus compliqué que ça l'était il y a quelques semaines en arrière. Je sais pas si tu partages cet avis, toi, mais c'est le fond de ma pensée. Vous Ouais, ouais, m'entendez, ouais, les gars, ou pas? moi je suis assez Oui, d'accord. Ok. On t'entend tout à fait. Et on était en train de dire que Saint-Étienne faisait à nouveau peur et que c'était finalement le bon moment pour faire peur et que Saint-Étienne devait aussi pouvoir compter sur ses résultats et ne penser qu'à Saint-Étienne et pas tant aux autres parce que dans ce championnat serré où tout le monde perd beaucoup de points à défaut d'en gagner, bah, quand on en gagne comme Saint-Étienne, eh ben, c'est plutôt bon. Et je crois qu'une victoire à Pau pourrait peut-être même nous apporter une très belle surprise. Ok, bah parfait. Merci d'avoir meublé. C'était pour te rendre hommage, Alex. Tout à l'heure, tu avais dit que sur ta première émission, il y avait eu des problèmes. Et ben voilà, moi aussi, je te rends hommage. Bon, j'en ai eu en début de saison, mais voilà. Bref, je vais te lancer, Gab, si tu es toujours parmi nous, par rapport au chat, parce que je vois qu'il y a pas mal de messages. Donc, est-ce que tu peux faire un petit récapitulatif avant qu'on passe à la suite? Ouais, bah écoute, j'ai eu un saut de connexion aussi, donc je vais récupérer un petit peu au fur et à mesure de ce que j'ai raté. En tout cas, pour revenir sur la différence entre les deux mi-temps, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, le message de Nathalie où on a Zourico qui soulignait une certaine fatigue et, euh, et comme le disait Sylvain, c'est ce qu'elle a aussi souligné.
Nathalie, elle nous disait que les entrants n'avaient pas forcément beaucoup de jus quand ils arrivaient. Donc c'est peut-être quelque chose qui, quand cela changera, nous aidera effectivement à mieux contrôler les deux périodes. Euh, on a aussi un message de Romain, qu'on salue, le patron, qui nous disait à un moment vous étiez un petit peu dur selon lui, Alex et Sylvain, sur Florian Tardieu. Romain nous dit qu'il revient tout juste de blessure, donc il faut aussi pour lui retrouver un petit peu de rythme. Et sinon, message un peu plus général de Blutch 4206 qui nous dit: on revient quand même d'un match désastreux contre Boulogne et d'autres avant. Il faut, il faut laisser le temps à Montagnier d'y aller étape par étape. Il a commencé par reconstruire la défense, amener de la confiance. L'efficacité en attaque finira par suivre chaque chose en son temps, selon Blutch. On a Ludovic qui nous dit: à chaque fois qu'on mène au score, j'ai l'impression qu'on ne joue plus et ça, il faut le changer. C'est un petit peu dans ce qu'on disait, niveau différence entre la première et la deuxième mi-temps. Et du coup, j'ai raté peut-être un moment, je sais pas si vous en avez parlé, les gars, mais on a notamment Sterling et il y a eu d'autres messages en ce sens qui nous disaient que quand Jabber va revenir avec Kanté au milieu de terrain, il y aura forcément beaucoup plus de maîtrise selon plusieurs auditeurs. Selon plusieurs auditeurs, donc je pense en tout cas que c'est quelque chose que vous partagez, mais c'est sûr que son retour pourra aussi faire beaucoup de bien au vert dans la façon de maîtriser les deuxièmes mi-temps notamment. Ouais, il me semble que Sylvain en a parlé tout à l'heure, notamment quand on abordait le cas Ayman Moefek, et il disait qu'il y avait pas mal de monde au milieu de terrain, notamment ça pourrait faire du bien le retour de Mahmoud Jaber. Donc c'est vrai que c'est à surveiller en espérant qu'il revienne le plus tôt possible, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs blessés côté stéphanois et ça permettrait de faire souffler certains. Donc on espère un retour rapide de Chico Lomba, de Mahmoud Jaber notamment. On va passer maintenant à la suite de la saison, parce qu'il reste une dizaine de matchs. Aujourd'hui, nous sommes deuxième de Ligue 2. Donc Guingamp a égalisé contre Le Mans, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que j'étais en muet et que vous ne m'avez pas entendu. Donc il y a un but partout dans cette rencontre. En tout cas, nous sommes deuxième à l'issue de la 24e journée, grâce à des résultats encore une fois favorables des concurrents. C'est à souligner parce que ces dernières semaines, les équipes du haut de tableau galèrent. Reims a fait match nul contre Amiens, 0-0. Montpellier a perdu 1-0 contre Rodez. Dunkerque a fait un match nul aussi contre Bastia. Le Red Star a perdu contre Annecy. 3 s'est fait peur contre Pau. Ils perdaient 2-0 et finalement ils se sont imposés 4-3. Donc les Palois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont nos prochains adversaires. Nous, heureusement, en ce moment, on ne gâche plus trop nos occasions. On commence à reprendre notre destin entre nos mains. En tout cas, on l'a totalement, vu qu'on est deuxième. Donc, on est deuxième à 10 journées de la fin, dans le top 2 pour la première fois depuis 10 matchs. Est-ce que c'est le réveil au meilleur des moments côté stéphanois? En tout cas, nous sommes maîtres de notre destin. Sylvain, est-ce que c'est pas aujourd'hui la meilleure nouvelle d'être maître de son destin et de ne plus dépendre forcément des résultats des autres? Si, ça c'est certain, c'est certain. Mais au vu de la conjoncture actuelle et de la forme de nos concurrents et de la réception de trois à venir, moi j'ai la volonté d'aller chercher maintenant le titre, hein. Comme je disais tout à l'heure, je crois qu'on doit avoir l'ambition d'aller chercher le titre et ce ne serait qu'une forme de normalité d'obtenir le titre, enfin de normalité par rapport aux investissements et aux moyens qui ont été mis sur la table cette saison. Euh, Malgré tout, euh, je trouve qu'on est à un rythme d'escargot sur les équipes de tête. Sincèrement, quand je vois le nombre de points et le nombre de défaites des équipes de tête, c'est quand même assez inhabituel par rapport aux saisons précédentes. Et ça me fait souci malgré tout sur une projection Ligue 1, sur l'écart entre la Ligue 2 et la Ligue 1 qu'il existe dans le championnat français actuel et qui, à mon sens, ne cesse de se creuser d'année en année. Ouais, c'est vrai que si on se projette, là, on a joué 24 journées, on a 43 points et 3 on a 45. Donc il reste 10 journées, même si on gagne tous nos matchs, ça fait que 74 points à la fin, 73 points à la fin de la saison. C'est pas énorme, même si c'est difficile de comparer avec il y a quelques années, parce qu'il y a 4 journées de moins. Alex, est-ce que l'objectif de cette fin de saison, c'est finir deuxième, ou c'est absolument de viser le titre? Non, c'est viser le titre. Enfin, Philippe Montagnier a beau dire qu'il veut se maintenir dans les deux premiers, il va se maintenir à la première place et puis c'est tout. Enfin, ce serait un échec en fait
d'être deuxième. On la prendra. On adorera monter. On fêtera ça si on est deuxième. C'est pas le problème. Et même si on gagne en barrage, parce que voilà. Mais la place de Saint-Étienne, c'est d'être premier par son budget, par le projet aussi mené par Kilmer, euh, par finalement toute la communication qu'il y a autour de ce club. Voilà, alors bonne ou pas toujours très bonne d'ailleurs, mais en tout cas, on se veut des grands. Il va commencer par falloir jouer aux grands aussi sportivement. Et sportivement, c'est être premier, c'est tout. On a une Ligue 2 qui est d'une faiblesse abyssale, ça c'est vrai. Le premier, il a moins de 2 points de moyenne par match, ce qui est quand même relativement rare à ce niveau de compétition. Et puis, oui, la différence Ligue 1, Ligue 2, tu as raison, Sylvain, d'en parler. Il faut dire aussi qu'on n'a pas été aidé par la répartition des droits télé qui a créé et qui crée encore ce fossé abyssal entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et c'est pas en créant une Ligue 3 professionnelle qu'on va forcément régler le problème. On risque au contraire de créer d'autres drames financiers dans des clubs qui peut-être ne demandent pas, ne demandent même pas le statut professionnel. Donc voilà, il faut faire attention. À monter, oui, mais heureusement qu'on a Kilmer avec des moyens pour monter et exister, parce que sinon, on va vivre une nouvelle saison galère l'an prochain si on monte. Ouais, Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi que si on monte et qu'on recrute pas, on va vivre une saison galère. Mais on peut véritablement se poser la question de combien de joueurs il va falloir recruter. Moi, je suis désolé, depuis l'arrivée de Kilmer, c'est-à-dire il y a un peu plus de 18 mois, on a dû recruter, je veux pas dire de folie, mais 25 joueurs, non? Ouais, 10 en cet tout cas, été, la 10 20. l'été dernier, puis Ouais, 2 et ouais. 3 au mercato hivernal à chaque fois. Ça fait pas loin de 25 joueurs. Aujourd'hui, combien de joueurs sont en mesure de jouer, ne serait-ce que, je te parle même pas d'Europe, mais le top 10 Ligue 1, Le sur top tout 10, l'effectif? je pense qu'il y en Parce a, que allez, des joueurs de peut-être complément qui quatre, vont quatre. jouer, ouais, bah des joueurs de complément qui vont jouer dans des équipes qui jouent leur survie, oui, il y en aura, il y en a, d'accord. Mais enfin, moi, c'est ça que je me dis, c'est l'année prochaine, si tu remontes en Ligue 1, le chantier, il est encore énorme. 18 mois plus Mais tard, le, personnellement, je vois pas, j'ai pas l'impression qu'on est beaucoup, beaucoup avancé, quoi. et les joueurs qui non, étaient mais tu as déjà en raison, Ligue, Sylvain. les joueurs qui étaient déjà en Ligue Mais, 1 l'année dernière, vous pensez qu'ils peuvent trouver ce niveau Ligue 1 comme David Ashvili, Boaké? non, mais le problème, oui, ils peuvent, bien sûr, mais David Ashvili, Boakier, c'est des joueurs qui peuvent sortir leur épingle en Ligue 1. Encore que, attention, il y a un impact physique, il y a une culture tactique, il y a aussi bah, tout simplement des techniciens. Voilà, ces mecs qui sont en Ligue 1 et dans des clubs qui jouent le top 5 ou le top 10, ils y sont pas depuis des années et des années avec régularité parce que ils sont là et que leur équipe descend pas, hein. Si elle descend pas, c'est parce qu'il y a de la qualité sur le terrain. Donc, Stassin a prouvé qu'il pouvait mettre des buts en Ligue 1, ça, on sait qu'il peut. Boaké, voilà, qu'il avait des qualités. David Ashvili aussi. Kanté, je crois beaucoup en ce joueur, s'il se développe bien, voilà, il est capable. Derrière, ça va être compliqué. Le Cardinal, aujourd'hui, c'est pas un joueur qui a prouvé qu'il pouvait tenir la route sur toute une saison en Ligue 1. En tout cas, Mm. pas s'il est mal accompagné. On n'a pas des latéraux de niveau Ligue 1 pour le moment. Pedro, il va falloir qu'il grandisse aussi. Larsonneur dans la cage, j'émets quelques doutes. Il n'a jamais prouvé qu'il était un gardien régulier de Ligue 1. Et quant aux joueurs qui sont sur le banc aujourd'hui, s'ils sont sur le banc en Ligue 2, je ne vois pas comment ils pourraient tout d'un coup exploser en Ligue 1. Donc ça veut dire que c'est un recrutement massif qui va certainement être jeune. Et quand vous êtes jeune, si vous n'avez pas les résultats qui vont bien et que vous jouez votre survie en Ligue 1, on sait que c'est beaucoup plus compliqué quand vous avez des briscards qui savent gérer ça. Donc pour moi, le recrutement, ça va être la clé du maintien ou pas, c'est évident. Et Sylvain, c'est vraiment quelque chose qui t'inquiète parce qu'il y a Romain notamment dans le chat qui réagit en disant quand Lens, Toulouse ou d'autres montent, je ne pense pas que les supporters pensaient qu'ils avaient des joueurs capables de jouer le top 10 voire l'Europe, les Sotoka et compagnie. Pas envie de me poser ces questions aujourd'hui. C'est vraiment quand même quelque chose qui te fait peur? Bah, pour répondre à Romain, déjà, je pense que Lens et Toulouse, quand ils sont montés de Ligue 2 à Ligue 1, ils ont dominé de la tête et des épaules leur championnat. Déjà, ça, c'est une première chose. Nous, en Ligue 2, on survole pas les débats, loin de là.
Donc déjà, je pense que c'est des situations qui sont pas forcément comparables. Après, on est en train de se projeter sur des choses qui ne sont pas encore d'actualité. Il a raison, Romain, sur cet aspect-là. C'est pas encore d'actualité de se projeter sur quoi que ce soit, et on verra en temps et en heure. Mais, mais aujourd'hui, il y a quand même des questions qui méritent d'être posées, notamment sur une projection Ligue 1 et sur le nombre de joueurs véritablement Ligue 1. Cet été, pardon, on a mis 7 millions sur Chico Lamba qui a joué 9 matchs sur 24. S'il n'arrive pas à suivre avec l'intensité de la Ligue 2, qu'en sera-t-il de l'intensité de la Ligue 1? Dufus, il ressemble à une bonne pioche, oui, mais malgré tout, le temps de blessure aussi, il est colossal sur cette saison. Enfin, aujourd'hui, on a recruté pas mal de joueurs qui ne sont pas encore prêts à l'intensité du championnat de France. Je dis du championnat de France, j'inclus Ligue 2, Ligue 1. Est-ce que ce sera différent la saison prochaine? C'est des questions qu'on peut commencer à se poser. Mm. On verra. De toute façon, on va pas recruter 15 joueurs l'été prochain, hein. Il faut pas non plus être naïf de cette situation. Mais le chantier sera colossal. Et quand on nous annonçait l'Europe sous 4-5 ans, ça sera sous 4-5 ans à partir du moment où on retrouve la Ligue 1, à mon avis. Ok, bah c'est vrai qu'on aura l'occasion bien évidemment de redébattre de tout ça, mais on va déjà se concentrer sur cette fin de saison et notamment le prochain match qui arrive. Donc samedi prochain à, bon, je n'ai pas regardé mais je suppose que c'est à 20h. Contre Pau, qu'on avait battu 6-0 au match aller. C'était notre victoire la plus écrasante du début de saison à Geoffroy Guichard. Réaction après une lourde défaite contre Annecy. Voilà, c'est une équipe qui a longtemps tenu tête à 3 le week-end dernier, comme je le disais, qui a même gagné 3-0 il y a 3 semaines ou 2 semaines contre le Red Star. Alex, quelle composition tu vois pour Saint-Étienne? Une composition identique que celle qu'on a vue contre Laval et contre Guingamp, ou quelques petits changements opérés de la part du coach des Verts? Mais je vois pas Philippe Montagnier changer son fusil d'épaule sur son 11 de départ. Alors, il n'y a pas de suspendu en l'état, à moins d'un bobo de dernière minute. Je vois pas de retour non plus qui puisse changer la donne, ni de gars sur le banc. Alors, peut-être que Miladinovic a un petit peu déçu. Est-ce qu'il sera tenté de placer Mouefek sur la pelouse? Peut-être un autre joueur que Mouefek d'ailleurs, mais en tout cas, il y aura une forme de stabilité. Ouais. Sylvain, tu t'attends à des changements, toi? Moi, je suis un peu du même avis qu'Alex. Honnêtement, je le vois surfer sur ça. Pour moi, dans ce 11, de toute façon, de départ, la seule véritable possibilité de changement, ça sera Miladinovic quand Mahmoud Jaber reviendra, ou si Mouefek s'énerve un peu, ou si Tardieu s'énerve un peu. Mais excepté ça, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir le 11 type. Et c'est bien aussi d'enchaîner des rencontres avec le même 11, de créer des automatismes, de créer de la confiance et de créer tout simplement des points dans l'optique de la montée. Ok, très bien. Et Gab, je vais te laisser le mot de la fin avec les commentaires du chat avant qu'on donne nos pronostics, parce que ça réagit pas mal, je vois. Ça réagissait surtout sur ce qu'on disait avant par rapport à si remonter en Ligue 1 il y a, quels moyens et quel effectif on aura. On va pas revenir dessus, mais par rapport à Pau, je vais commencer par le niveau composition, on va dire. Il y a personne qui voit beaucoup de changements. Si on a Malik là qui nous dit il faut changer Cardona, il est bon un match sur deux, il faut le faire souffler quelques minutes. Sinon, on n'a pas eu grand-chose d'autre en message. On a Bon Scott qui nous dit Pau, ça ne va pas être facile. Je pense que personne ne nous voit gagner 5-0 à Pau au vu du match qu'ils ont fait contre 3 ce week-end notamment. Et on a Nathalie aussi Delorme qui nous dit qu'elle espère des rentrants en forme. C'est vrai que c'était une partie de l'émission oula. C'était une partie de l'émission, un sujet de l'émission sur lequel on s'est arrêté, pardon. Et sinon, sur Twitch, on a C'est la Ligue 2 qui nous dit pas de changement jusqu'au retour de Jabber et Lamba. Donc voilà, je pense que tout le monde s'accorde pour dire que Montagnier ne fera pas de révolution. Et les quelques pronos qu'on a eus, on a Nathalie justement qui nous dit 2-0 pour Saint-Étienne.
avec des buts de Stassin et Boaquier. On a Epsilon qui nous dit victoire courte 2-1. Et on a Blotch qui nous dit sur Twitch victoire 3-1 de Saint-Étienne avec des buts de Stassin, Boaquier et Nadé. Donc voilà globalement ce qu'on a eu là comme petit message. Ok, très bien. Et ben, messieurs, je vous laisse donner vos pronostics également avec les buteurs stéphanois, s'il y en a. Je commence par toi, Sylvain. Je m'attends à une rencontre quand même sacrément compliquée. Je pense que le 6-0 de l'aller n'est pas bien passé et il y a beaucoup d'ego qui va jouer. Je signerais volonté pour une courte défaite, mais à mon avis, on va faire un match nul, un partout, avec un but de Lucas Tassin. Tiens. Ok, très bien. D'ailleurs, je rappelle qu'on va porter des nouveaux maillots ce week-end. Le maillot qui avait été présenté par Timothée Chalamet au journal de TF1. Si je dis pas de bêtises, c'est sur ce match-là. Donc pas très optimiste, Sylvain, pour ce match. De ton côté, Alex, un petit peu plus optimiste ou pas? Ouais, je vais rester optimiste. Moi, je vois bien une victoire 2-1, un peu compliquée, avec encore beaucoup de résistance, avec Davitashvili qui peut dynamiter le début de rencontre et on va rester sur les bonnes habitudes du but dans le premier quart d'heure de Davita. Et puis je vois bien, ouais, Stassin, pourquoi pas. J'aimerais tellement qu'il marque à Geoffroy, en fait, son prochain but, que j'aimerais bien que ce soit un autre joueur qui marque, mais peu importe lequel. Victoire 2-1. Ok, et Gabriel? Ouais, moi je nous vois gagner et Pau prend pas mal de buts, donc je vais dire un 2-0. J'espère qu'on va réussir à refaire un petit clean sheet et 2-0 avec but de Boakier et de Stassin, ouais. Même si j'aimerais aussi comme Alex qui puisse refaire exploser Geoffroy Guichard, mais il le fera la semaine suivante s'il faut. Ok, parfait. Et puis moi de mon côté, je vois comme Alex une victoire 2-1. But de Stassin, ça va peut-être marcher à un moment donné. Et puis Joshua Dufus qui rentre et qui marque aussi. Comme ça, nos deux avant-centres auront marqué un but. Voilà, en tout cas, merci messieurs pour cette émission. On a légèrement débordé, mais je pense que c'est pas trop grave parce que c'était, je l'espère en tout cas, une émission de... On est payé en heure sup, hein, donc Voilà. il n'y a pas de souci. En plus, cher, cher. J'espère que c'était une émission de qualité en tout cas. Merci à vous tous dans le chat. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour revenir sur la rencontre entre Pau et Saint-Étienne. En attendant, bonne soirée, bonne semaine à toutes et tous. Et puis bien sûr, allez les Verts!